Est-ce qu'à distance, vous nous entendez? C'est bon? Donc, on commence? Bon, donc je suis Hubert Charles, donc je suis professeur à l'INSA de Lyon, j'enseigne au département biosciences et je fais mes recherches dans une unité INRAE. Je travaille sur les relations symbiotiques chez des insectes ravageurs. Et donc ce matin, je vais vous parler un petit peu des enjeux du vivant. Donc, sous la forme, c'est une conférence que j'ai déjà donnée en mars pour la journée de la formation, l'évolution de la formation à l'INSA. Et donc, en fait, il y a un lien vers cette conférence qui a été enregistrée. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est peut-être pas de refaire entièrement la conférence, mais c'est peut-être plutôt d'essayer de discuter avec vous d'une espèce de programme minimum qui, moi, me paraît intéressante à proposer aux étudiants ingénieurs, et évidemment aux étudiants ingénieurs qui ne sont pas dans des filières, dans des parcours relatifs aux sciences du vivant ou de l'agronomie. Et donc, voilà, de discuter avec vous de ça, et évidemment, je suis intéressé par vos retours pour savoir si vous pensez que c'est trop, pas assez, ou ésotérique, etc. Donc, le slogan « Let's Look Up », vous l'aurez compris, fait référence… Ah, il faut faire quelque chose. Voilà, ça y est. Ok. Donc, le slogan fait référence au film « Don't Look Up », dans lequel des scientifiques arrivent avec des faits scientifiques et se heurtent à l'immobilisme des politiques, des médias, des industriels. Bon, c'est juste un contre-pied ou une allusion, hein, parce qu'en fait, je pense que le film montre aussi qu'il ne faut pas compter sur Hollywood pour sauver la planète, mais bon, c'est quand même intéressant. Ce film a quand même l'intérêt de montrer à la fois le déni face à une urgence et la difficulté de mobiliser des politiques ou même des opinions. Et la différence qu'on peut faire avec l'histoire du film, c'est une comète qui va pulvériser la planète dans quelques mois, c'est que la crise à laquelle on fait face est une crise de nature tout à fait différente, puisqu'elle est beaucoup plus, d'abord sur des temps plus longs, même si on parle d'urgence, c'est quand même sur des temps plus longs, et puis surtout, elle est beaucoup moins visible. Et donc, c'est sans doute ce qui explique aussi ces difficultés encore supérieures qu'on peut avoir de mobiliser. Alors, une autre illustration qui est relativement intéressante par sa représentation, c'est que effectivement, nos sociétés sont actuellement très focalisées sur le Covid. Alors, nous, on est aussi un tout petit peu focalisés sur la guerre parce que ça a été dit, je ne sais plus, les jours d'avant, que cette guerre en Ukraine est à moins de X kilomètres de chez nous, donc du coup, on s'y intéresse. Mais voilà, on s'intéresse éventuellement à la récession économique qui pourrait suivre l'épidémie de Covid ou l'impact de la guerre. De temps en temps, quand la Champagne subit les accès de la grêle, on s'inquiète un tout petit peu des enjeux climatiques, mais on ne s'inquiète pratiquement jamais de la crise de la biodiversité. Elle est pratiquement jamais abordée dans les médias et parfois elle est abordée avec des erreurs ou des approximations très
très surprenante. Et en fait, c'est vraiment un paradoxe parce que, ou on peut dire un paradoxe, ou alors un déni dans le déni, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire que le CO2 augmente dans l'atmosphère, hein. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus les plantes vont croître, hein. Donc elles sont contentes, les plantes, à la rigueur, hein. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le climat se réchauffe, si ce n'est parce que la Terre va devenir bientôt plus vivable. Et donc, du coup, finalement, ça devrait être que les enjeux du vivant qui nous intéressent. Et en fait, on se focalise essentiellement sur les enjeux climatiques et on peut essayer de comprendre pourquoi. Alors, quelques portes ouvertes, sans doute, pour la communauté qu'on est là, parce que je pense que c'est des choses qu'on partage tous, mais qui ne sont pas du tout des portes ouvertes pour les étudiants. Et donc, effectivement, pour agir, il faut avoir une compréhension des enjeux globaux, c'est évident, mais la complexification a induit un silotage des enseignements et donc une très forte spécialisation des savoirs. Et donc, il faut qu'on amène nos étudiants à sortir de leur champ de compétences et il faut aussi que les enseignants puissent sortir de leur champ de compétences. Donc, c'est une difficulté importante. Alors, il y a aussi les termes de responsabilité, d'humanisme. Donc, il y a l'INSA, même on finit par railler presque un petit peu le mot d'humanisme, tellement on le rabâche à l'oreille des élèves. Bon, ce sont des valeurs fondamentales pour la formation des ingénieurs. Mais en fait, on se rend compte qu'il faut probablement très fortement repenser notre relation à la nature, reconnecter nos élèves à la nature pour pouvoir avoir une approche véritablement systémique de l'ingénierie. On parlera de soutenabilité. Moi, tout à l'heure, enfin, ça me déprime, moi, ce qui a été montré tout à l'heure, parce que je ne connais pas bien. Là, on parle de 40 ans d'énergie, on est presque content parce que 40 ans, c'est beaucoup. Mais il faudrait qu'on revienne, on en parlera tout à l'heure, mais au niveau du vivant, c'est 100 000 ans qu'il faut pour avoir une soutenabilité. Il faudrait qu'on puisse réfléchir à l'échelle de 100 000 ans ou même du million d'années. Donc voilà, 40 ans, ça n'existe pas à l'échelle du vivant, c'est zéro. Et donc, il faut absolument qu'on repense cette relation à la nature pour justement utiliser cette notion de responsabilité et d'humanisme et la replacer dans ce contexte-là pour en donner du sens et pour éventuellement s'en servir comme boussole. Les étudiants sont demandeurs de sens pour leur métier et peut-être qu'on peut les aider avec ça. Donc, évidemment, il faut absolument sortir de la posture de sidération. L'image qu'on a eue hier là, de ce cerf pris entre deux feux, bon, elle est relativement bonne, dans le sens où il faut arriver à proposer des pistes de mobilisation et d'action pour pouvoir pousser nos étudiants à s'engager et à évoluer dans ce sens. Alors, bon, ça c'est un petit peu le sommaire de ce cours un peu théorique, idéal qu'on pourrait proposer de façon générique à tous les ingénieurs. Et je finirai, si j'ai le temps, par une expérience qu'on a menée l'année dernière à l'INSA et qu'on envisage de faire perdurer en deuxième année du FINI. Alors, discuter de l'homme dans la biodiversité, il faut d'abord définir la biodiversité. Et la biodiversité, alors, on peut le voir comme synonyme de vivant. La biodiversité, c'est tout le vivant. Et donc, il faut définir le vivant. Définir le vivant, en fait, on se rend compte avec les étudiants, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est que le vivant. Et ils sont très surpris quand on leur dit qu'on n'a pas de définition du vivant. Qu'on sait très bien dire ce qui est vivant, ce qui est inerte, organique, inorganique, mais en fait, il n'y a pas de définition. Donc, on peut définir des propriétés du vivant qui sont énoncées ici. Bon, je ne vais pas justement rentrer dans les détails, mais on n'a pas de définition exacte. Et ce qui est intéressant, c'est justement de faire réfléchir les étudiants sur des organismes qui sont un petit peu à cette frontière du vivant, c'est-à-dire qui ne respectent pas du tout toutes ces propriétés, ne les ont pas du tout toutes. Les virus, ceux-là, on les connaît un petit peu. Les prions, on les connaît aussi au travers des maladies qui nous causent. Alors là, il y a presque plus beaucoup de choses dans ces entités, et pourtant, elles sont responsables de la maladie de la vache folle, par exemple. Et si on regarde des structures comme les viroïdes, ces ARN circulaires qui sont présents dans tous les environnements, partout, qu'on découvre tous les jours,
dont certains ne savent pas du tout à quoi ils servent, d'autres sont responsables de maladies chez les végétaux, par exemple. Ben là, c'est un monde complètement inconnu qui s'ouvre et qui nous renvoie aussi aux origines du vivant. Et je pense qu'il est important que les étudiants aient quelques notions sur comment le vivant est apparu sur la planète, et notamment qu'il est apparu très très vite, puisqu'il est apparu dans les 700 ou 800 millions d'années après l'apparition, après le refroidissement de la Terre. Donc en fait, c'est très rapide. On le date à moins 3,7 milliards d'années par rapport à l'actuel. L'idée que on vient d'un monde à ARN, ok, et puis surtout que pendant plus d'1 milliard d'années, presque 2 milliards d'années même, la vie a été entièrement microbienne, microbiologique. D'abord, entre guillemets, bactérienne, avec des protobactéries, puis après, éventuellement eucaryotes, mais unicellulaires. Et c'est pendant ces milliards d'années-là que toute la biochimie a été inventée. Ensuite, c'est que des jeux de Lego qui ont amené au multicellulaire, puis après aux métazoaires, aux animaux et puis aux organismes supérieurs. Okay, mais finalement, tout était inventé là. Et de leur rappeler que, en fait, il ne faut pas s'étonner que maintenant, on en parlera juste un peu après, mais que nous et les animaux, on est en permanence en interaction avec les micro-organismes, parce qu'en fait, on vit dans une soupe de micro-organismes. Et donc, on est en interaction totale avec eux. On en reparlera après. Voilà, alors ça permet de définir aussi la notion de biosphère avec des choses importantes. C'est que la biosphère, ça peut paraître important. On trouve de la vie à moins 14 km sous les océans, dans les failles océaniques profondes. On trouve de la vie à 15 km d'altitude, aux limites de l'atmosphère. Donc ça paraît gigantesque. On a des bactéries qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre dans les failles terrestres, d'ailleurs des très fortes biomasses bactériennes, avec des bactéries qui pourraient se diviser presque au temps géologique, des bactéries qui se divisent tous les 10 000 ans, 100 000 ans. Bon, des choses qui sont très, très mystérieuses, très mal connues encore. On ne décrochera jamais la vie de la planète, à moins de pulvériser la planète, ce qu'on est peut-être capable de faire, mais tant qu'on garde son intégrité physique, on ne décrochera jamais la vie de la planète. Par contre, si on dit que 80% de la biodiversité est comprise entre moins 100 mètres de profondeur dans les océans, donc c'est-à-dire dans les océans peu profonds des zones tropicales, et entre plus 100 mètres, quand je fais le cours aux étudiants, je leur dis, ils ne savent même pas l'altitude à laquelle on est à Lyon, mais on est à 300 mètres à Lyon, donc en fait, on n'est même pas dans cette bande-là. Alors là, on se rend compte de la fragilité de cette biosphère, qui en fait est concentrée dans des zones très, 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 très limitées, d'eau peu profonde ou de forêts littorales. Donc, je pense que ça aussi, c'est des notions importantes à faire passer auprès de nos étudiants. Et encore une fois, que ce vivant, il interagit en permanence avec le monde minéral, il le transforme en permanence. Et par exemple, leur rappeler qu'il y a 1 milliard d'années, enfin non, pardon, il y a 2,3 milliards d'années, il y a eu la première pollution totale du vivant sur l'environnement Terre, qui a été la production d'oxygène, et qui a été la cause de la première extinction du vivant, puisqu'en fait, la majorité des organismes ont disparu parce que l'oxygène était trop toxique pour eux. Et donc, il y a tout un ensemble après d'autres organismes qui se sont développés en utilisant cet oxygène. Voilà. Alors, ça amène après à parler un petit peu justement de la répartition du vivant sur la planète et la biomasse. Alors, ça a déjà été présenté dans l'Anthropocène, donc là, je vais aller très vite, mais ça permet de relativiser aussi un petit peu la place de l'homme et puis surtout de bien mettre en évidence l'importance des animaux d'élevage maintenant, et notamment par rapport à la faune sauvage et notamment par rapport à des espèces fortement menacées. C'est ce que je disais dans la conférence, mais voilà. Alors, on arrive après à… Je pense qu'il est vraiment fondamental que les étudiants maîtrisent bien la notion d'écosystème. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème et comment fonctionne un écosystème? Alors pour ça, il y a un ensemble quand même de concepts
de vocabulaire aussi et de principes que les étudiants doivent connaître en écologie. La notion d'espèce, c'est une notion qui est très intuitive dans l'opinion publique, mais qui est extrêmement compliquée à définir, et je pense qu'il faut y passer du temps. Les notions de population, et puis comment toutes ces espèces et ces populations sont structurées, donc du niveau individuel jusqu'à la biosphère, en passant par les écozones, les écocomplexes, les écosystèmes, les communautés. Bon, il y a peut-être certains termes là que vous jugerez être du jargon d'écologue, sur lequel on peut passer vite, mais il y en a certains qui sont très très importants, comme la communauté par exemple. Il faut que les étudiants, je pense, comprennent le fonctionnement des écosystèmes, les facteurs écologiques, les liens avec les cycles biogéochimiques, et notamment les notions de rétroaction, c'est-à-dire on pense souvent, bien sûr, que le biotope définit les organismes qui peuvent vivre dans tel environnement, l'altitude, l'humidité, etc., l'adaptation à la sécheresse. Mais on oublie bien souvent que les organismes vivants eux-mêmes modifient leur biotope. Et donc, du coup, que c'est des cycles dynamiques qui se font. Et surtout que les écosystèmes vivent et meurent. Et que ça, c'est naturel, que c'est normal. Que les écosystèmes se remplacent les uns les autres dans des successions, etc. Voilà. Donc je pense que ça, c'est vraiment important. Pour aboutir peut-être à deux notions, c'est la notion de résilience et d'adaptabilité. Donc la résilience, c'est la capacité d'un écosystème à revenir à un état initial après que l'on est perturbé, notamment quand on le perturbe de façon anthropique. Et puis l'adaptabilité, c'est la capacité des espèces à s'adapter à des variations de l'environnement. Et ces deux propriétés essentielles que l'on va retrouver dans les organismes vivants et qui définissent les écosystèmes, eh bien, permettent de définir les services écosystémiques. Alors, services écosystémiques, bon, il y a un numéro de la revue Social Terre sur l'écologie là, qui dit que c'est un terme à bannir. Il l'indique comme toxique, sans proposer de remplacement. Donc, je trouve que c'est un petit peu... Moi, je ne le bannis pas, je l'utilise. Par contre, effectivement, il faut le remettre dans un contexte. Et effectivement, quand on parle de services écosystémiques, ben, on a une vision anthropique des écosystèmes, et c'est bien évidemment les services que rendent à l'homme les écosystèmes. Donc, voilà. Mais je pense que... Enfin, pour moi, je l'utilise, mais par contre, effectivement, il faut bien le définir. Voilà, donc en fait, ça c'est une diapo, mais d'un point de vue du programme d'enseignement, il y a quand même un petit peu, je pense, là, une partie un peu théorique à développer qui me semble importante. On arrive à faire ça alors, en 2 heures en Phimi, par exemple. Bon, c'est pas non plus un temps énorme passé dessus, mais voilà. Ces compétences-là permettent ensuite de réaliser la place de l'homme dans cette diversité. Alors évidemment, il faut définir le nombre d'espèces et puis surtout, je pense qu'un des points importants, c'est d'éviter une vision trop téléonomique de l'évolution et de ne pas dire que l'homme est placé en haut d'une pyramide qui serait la forme parfaite de l'évolution, etc. Et non simplement de montrer que l'homme est une espèce parmi d'autres. Et parmi beaucoup d'autres, puisqu'on dénombre jusqu'à 10 millions d'espèces vivantes estimées pour 2 millions d'espèces décrites. Voilà. Cette biodiversité qui commence à prendre forme un petit peu, de montrer que l'homme est au milieu, mais il n'est pas que au milieu et il n'est pas dans une bulle. Il est complètement en interaction avec son environnement. L'homme lui-même est un réacteur, hein, c'est un bioréacteur. Bon, c'est très connu maintenant, ces informations, mais on a plus de cellules microbiennes à l'intérieur juste de notre tube digestif, et on en a à peu près autant sur nos muqueuses, sur nos peaux, et même quand on se lave beaucoup, hein, on a autant de cellules sur notre peau que de cellules de notre corps. Et on en a plus, on en a 10 fois plus dans notre tube digestif que de cellules de notre corps. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et la notion d'espèce est parfaitement perturbée par ça. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est un immeuble à bactéries, avant tout. Hein, avant tout. Alors, bactéries, microbes, tout ça, ok.
virus qui vivent avec nous, bon. Mais il y a aussi des pluricellulaires qui vivent avec nous. Hein. On héberge beaucoup d'acariens qui vivent dans notre peau ou sur notre peau et qui mangent nos desquamations. Merci à eux, hein, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. Hein. Il y en a beaucoup qui vivent dans nos lits, dans nos maisons, etc., qui sont juste commensaux, pas forcément sur nous, mais très associés à nous. Et puis, on vit avec des vers. Alors, les exemples qui sont donnés là sont plutôt du domaine de la santé, de la pathologie, mais notamment dans les vers, je suis persuadé qu'il y a des vers qui vivent dans nos tubes digestifs de façon normale, quoi. Enfin, voilà, c'est leur habitat, c'est tout. Les insectes, des poux, des puces, etc. Et bon, des protozoaires aussi. Alors là, certains, bon, comme le paludisme par exemple, c'est responsable de grandes maladies, hein, bien sûr. Bon, il y a même des poissons, mais ça c'était plus pour l'anecdote, parce qu'apparemment, je n'ai pas vu ça, mais dans le film, c'était Grey's Anatomy, je crois, il y a eu tout un épisode où il y avait un poisson qui vivait à l'intérieur, je ne sais plus, c'était la cavité anale, vaginale d'un patient, et donc du coup, ça peut arriver, enfin, ça c'est plutôt anecdotique. Après, l'homme, il faut aussi le voir comme espèce dans un écosystème. Et on dit souvent, alors je suis désolé, il y a c'est pas grave, mais je peux lire, hein, c'est l'homme est une espèce ingénieure, on dit, comme le castor. C'est-à-dire que l'homme a la capacité de modifier son environnement. On connaît le castor qui fabrique ses barrages. Alors, c'est pas du tout négligeable, hein, c'est que quand un castor, enfin une colonie de castors va bloquer des rivières, va complètement inonder des zones immenses, hein, et donc va complètement transformer le biotope local. Hein. Et après, c'est toute la végétation qui va changer, etc. Donc, voilà. L'homme a toujours fait ça aussi. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais les forêts équatoriales primaires, hein, la forêt amazonienne, elle est très façonnée par l'homme. Je ne parle pas des forestiers qui coupent les arbres. Non, je parle de l'époque plutôt néolithique, etc. L'homme vit dans cette forêt, a planté des graines, par son mode de vie, à modifier les essences et à modifier fortement la forêt. Il n'y a pas que l'homme, hein. Peut-être que les grands singes, ils font ça aussi un petit peu. Bon, il y a plein d'espèces qui font ça, mais en tout cas, l'homme en est une. Voilà. Donc, ça, c'est aussi important de le savoir au-delà maintenant de l'homme moderne. Ah oui, il faut recliquer sur la présentation. Voilà. Donc, ça permet maintenant, avec ces connaissances, d'aborder la crise anthropique, donc liée à l'homme, de la biodiversité. Et effectivement, j'ai mis cette première diapo où je parle de cette sixième extinction de masse. Alors, j'utilise ce terme, la sixième extinction de masse, pas forcément à outrance, parce que je pense qu'il faut faire attention, et puis surtout, je le définis véritablement parce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, beaucoup de bêtises qui sont dites par les journalistes sur ce sujet-là. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une extinction de masse. C'est les paléontologues qui décident ça. C'est quand il y a 75% de disparition d'espèces sur 1 million d'années. C'est ça la définition. Alors actuellement, c'est vrai qu'il y a des faits scientifiques qui montrent, quand on estime les taux d'extinction actuels, et les taux d'extinction qu'on a définis sur un certain nombre d'extinctions de masse qui ont déjà eu lieu au cours de l'évolution de la planète, on est sur des rapports de 1 à 100, c'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus d'extinctions actuelles, voire même un peu plus. Donc effectivement, on peut supposer qu'on rentre dans une phase d'extinction. C'est quand même, quand on lit bien les articles, on se rend compte qu'il y a quand même des incertitudes extrêmement fortes. Il y a des incertitudes d'abord sur on sait très mal estimer les extinctions actuelles. Parce que c'est extrêmement difficile de savoir si une espèce est éteinte. Alors, il y a des règles. Il ne faut pas l'avoir observée pendant plus de 10 ans, etc. Bon. Mais en fait, quand on fait des calculs statistiques, c'est extrêmement difficile de savoir le zéro par rapport au protocole qu'on a
collecte de données sur la présence des espèces. Donc, on a des taux d'incertitude très forts. Et sur les périodes anciennes, évidemment, c'est sur la base des fossiles que l'on estime les taux d'extinction. Et donc ça aussi, c'est extrêmement imprécis. Puis surtout, on n'a pas du tout d'informations sur les nombres totaux d'espèces qu'il y avait à ces époques-là, puisque toutes les espèces ne se fossilisent pas. Donc, il y a des incertitudes qui sont très fortes. Et puis surtout, ce terme d'extinction, moi, je le trouve très catastrophiste. Et je pense qu'il annule la mobilisation. C'est mon point de vue. Et il amène aussi à des confusions dont on va parler juste après. Donc effectivement, ce que l'on sait bien faire, c'est mesurer les densités des individus, le nombre d'individus. Ce nombre d'individus qui est recensé au travers des populations d'individus. Et ça, il y a clairement donc l'indice Planète Vivante qui est collecté par WWF depuis des années, qui est repris par l'IPBES aussi, le montre très clairement. On a 68% de réduction des effectifs des populations. Et ça, c'est dramatique. Et dans les limites planétaires, c'est d'ailleurs repris, c'est la diminution de la diversité génétique des individus. On a perdu de la diversité. Par contre, ce n'est pas des espèces, on n'a pas perdu 68% des espèces. Il y a un journaliste sur deux qui vous dit ça. Hein. On n'a pas perdu 68% des espèces, on a perdu 68% des individus, des populations. Alors ça, c'est l'indice total. Alors, si vous lisez les rapports IPBES ou WWF, je vous conseille d'ailleurs le rapport du WWF en première lecture, il est beaucoup plus accessible. Lisez celui-là avant de lire le rapport de l'IPBES, qui est un petit peu plus difficile à lire. Il vous montre que c'est encore plus vrai, par exemple, dans les écosystèmes d'eau douce, où vous avez une réduction jusqu'à 84% des populations, en sachant que la macrofaune, en plus, est la plus touchée. Ici, c'est un lamentin de, je sais plus, c'est le lamentin de Floride, je ne sais plus qui est représenté ici. Et c'est des populations qui sont extrêmement menacées. Alors, la diminution de ces populations entraîne évidemment à terme une fragilisation des espèces, voire carrément la perte de ces espèces. Alors, évidemment, on relève aussi ça. Et donc, si on regarde la perte des espèces en fonction des différents groupes, vous voyez que finalement, je ne sais pas que je veux minimiser, hein, mais on est quand même en termes de... Là, on est en pourcentage, hein, on est de 0 à 100%, et par rapport au groupe, on est quand même dans l'épaisseur du trait, puisqu'on ne voit pas c'est en noir, hein, les espèces disparues. On les voit que pour un groupe qui est les cicadales, parce qu'en fait, c'est un groupe aussi où il y a très très peu de diversité. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas alarmant. Pas du tout, au contraire. Hein. Regardez le groupe des amphibiens. On sait que les amphibiens sont très directement menacés. 40% des espèces sont menacées, c'est-à-dire sont en rouge, orange, jaune. D'accord ? Donc, effectivement, c'est très alarmant. Mais il ne faut quand même pas faire de l'amalgame avec les chiffres. Voilà. Et donc, chez les mammifères, on est à 30% d'espèces qui sont menacées. Donc, c'est aussi très, 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 très alarmant, bien sûr. Alors, on peut bien sûr là être beaucoup plus exhaustif, parler des différents groupes, regarder chez les plantes, chez les insectes. Je ne vais pas du tout parler des insectes, c'est super important, les insectes. Bon, je ne l'ai pas fait ici parce que ça prendrait trop de temps, mais on peut détailler si nécessaire avec les étudiants. Mais je pense qu'il est très important aussi de leur donner, en termes de constat pour le moment, pas de levier d'action, mais en termes de constat, de leur dire quelles sont les causes qu'on a identifiées de réduction de cette biodiversité. La première cause, c'est la destruction des habitats, donc, qui est liée à tout un ensemble de choses, hein, l'urbanisation, par exemple, l'agriculture. Première cause, hein, c'est l'agriculture, évidemment. La deuxième cause, c'est la surexploitation des ressources.
Donc, sur l'exploitation des ressources, on connaît bien celle de la mer, mais aussi sur les lieux terrestres, et on est en train de dégrader nos sols, hein, sur lesquels on va bientôt plus pouvoir cultiver. Et puis arrive en troisième le changement climatique. Alors, ça ne veut pas dire que le changement climatique n'est pas important, mais en fait, si on réfléchit bien, il n'arrive que troisième. Hein. Et finalement, on parle plutôt pratiquement que de ça. Même à l'UICN, à Marseille, il n'y a pas longtemps, là, ils ont pratiquement parlé que de réchauffement climatique. C'est quand même un peu étonnant. Bon, la pollution arrive ensuite, les espèces exotiques envahissantes, puis après, il y a encore d'autres causes, mais les 5 premières, c'est celle-là. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi que nos étudiants soient bien à même de comprendre, d'avoir ces éléments-là. Diana nous a parlé des transports. Effectivement, les espèces exotiques envahissantes sont très, très liées à l'augmentation des transports, effectivement. Donc, ensuite, il y a un certain nombre de points, moi, qui me paraissent importants. Vous jugerez peut-être que c'est trop précis ou que c'est trop, enfin, qu'on rentre trop dans le détail, mais c'est la notion, la compréhension de cette dynamique des écosystèmes. Alors, là, c'est une diapositive issue de la fresque qui compare les écosystèmes à un château de cartes. Je trouve que c'est pas mal comme idée parce que, évidemment, quand on enlève, chaque espèce a un rôle dans l'édifice, puis quand on enlève des espèces, le château risque de s'écrouler. Alors, la représentation réelle, et d'ailleurs, moi, je faisais ça quand j'étais gamin, je faisais des châteaux de cartes, mais parce qu'au bout d'un moment, on a trop marre que ça s'écroule. Alors, on met plusieurs cartes à chaque fois sur les... Hein, on en met plein, on en met 3-4 pour faire le premier triangle, et puis après, on en met plein aussi pour faire les horizontales. Comme ça donne de la solidité. Ben, en fait, il aurait mieux valu faire ça comme dessin, parce que c'est ça, les systèmes biologiques, ils sont toujours dégénérés. C'est-à-dire qu'il y a toujours énormément de redondance dans les systèmes biologiques. Ce n'est pas du tout des systèmes issus d'ingénierie. Hein. Ils sont issus de processus évolutifs. L'évolution bricole et ajoute des choses à des choses et modifie des choses. Et donc, du coup, ils sont très, très dégénérés. Et donc, un château de cartes avec plein de cartes, ce serait pas mal. Et évidemment, je faisais ça aussi. Après, on essaye d'enlever les cartes. Et puis, on regarde ce qui se passe. Alors, on peut en enlever un certain nombre. Et puis, ça tient encore debout. Et c'est un peu ce que les scientifiques ont essayé de chercher. Est-ce qu'on peut, jusqu'à où on peut dégrader les écosystèmes et qu'est-ce qui se passe? Il y a une théorie qui a été mise en place et qui a été beaucoup reprise par les journalistes parce qu'en fait, bon, d'abord, une fois, elle est intuitive, puis surtout, elle est un peu catastrophiste. Donc, évidemment, on s'engouffre tout de suite là-dessus. C'est l'idée qu'il y a ce qu'on appelle un mécanisme d'avalanche. Alors, c'est intuitif parce que vous imaginez que vous enlevez des espèces, au bout d'un moment, il y a une espèce qui ne mange plus qu'une espèce parce qu'elle n'a plus que ça à se mettre sous les dents, les autres sont mortes. Vous enlevez cette espèce qu'elle mange. Ah ben, vous ne l'avez pas attaquée elle, mais n'empêche que elle ne peut plus vivre. Et puis si cette espèce-là était associée à 3 parasites qui vivaient sur cette espèce-là, ben, les 3 parasites, ben, ils n'ont plus d'espèces à parasiter, ben, ils disparaissent. Donc on dit qu'il y a à partir d'un moment, quand vous retirez des espèces, la cause de la disparition des autres espèces, c'est la disparition de l'espèce. Et donc du coup, ça s'emballe. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'avalanche. Alors, c'est intuitif, ça paraît très logique, et donc ça prévoit des catastrophes très importantes qui risquent d'arriver puisqu'on est en train d'attaquer nos écosystèmes à coups de bulldozer très efficacement. Mais en fait, une méta-analyse assez récente a été faite qui analysait, alors comme je n'ai pas mes notes, là, je ne sais pas par cœur, mais 400 ou 500 écosystèmes en déclin sur la planète. Ils ont montré que c'était vrai, mais que dans 5% des cas. En fait, alors, ce n'est pas les moindres des cas, parce qu'il y a notamment les récifs coralliens qui sont dans ces 5%. Alors, bon, c'est vraiment important, mais n'empêche que dans 95% des cas, et notamment dans les écosystèmes forestiers, ce n'est pas vrai du tout. Alors, ce n'est pas vrai, ça ne veut pas dire que les écosystèmes, notamment forestiers, sont résilients à l'infini. Non, évidemment pas. D'ailleurs, la conclusion des scientifiques, elle n'est pas forcément plus réjouissante. C'est qu'en fait, elle dit que dès qu'on enlève la première espèce, on dégrade la qualité de l'écosystème. Mais qu'il n'y a pas forcément cet effet d'écroulement et d'avalanche aussi marqué qu'on aurait pu le penser. Je ne sais pas s'il faut vraiment se réjouir de ce résultat ou pas, mais
Mais voilà. Donc, c'est peut-être, je sais qu'en Anthropocène, là, on prend l'idée de la tour Eiffel, on enlève les boulons. Il faut peut-être faire gaffe, parce qu'on peut imaginer quand on a enlevé un certain nombre de boulons, après, tout s'écroule. C'est le château de cartes. C'est peut-être pas une image super à donner. Peut-être il faudrait y réfléchir. Voilà. Bon. Évidemment, après, ça aboutit à cette notion de service écosystémique. On en a quand même déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, sur la nature de ces services, puis surtout le fait que c'est anthropisé, mais moi, j'essaie de faire réfléchir les étudiants, en fait, à leur dépendance à ces services écosystémiques, parce que c'est vrai que les étudiants, le monde vit de plus en plus dans des milieux très urbains, et les étudiants ont l'impression d'être dans des bulles complètement coupées de la nature. Et donc, l'idée, c'est par exemple de leur faire réfléchir à vous êtes en train, alors on pourrait prendre la console vidéo, hein, mais sinon vous êtes en train de regarder un match de foot à la télé avec, en mangeant une pizza, c'est la caricature parfaite. Quelles sont vos dépendances aux écosystèmes par rapport à cette activité-là? Et donc au début, les étudiants se disent, bon, je m'en fous, moi, des écosystèmes, tant qu'ils jouent au foot et tant que l'OL gagne, ça va. Et puis en fait, à y réfléchir bien, ils se rendent compte qu'ils sont totalement dépendants des écosystèmes pour à peu près tout, hein. Évidemment de l'électricité pour faire marcher la télé, évidemment de leur canapé sur lequel il est assis, qui est en cuir, en tissu, en je ne sais pas quoi, du ballon de foot, de la pelouse, des maillots des joueurs. Bon, enfin, voilà. On va prendre chaque objet et on va se rendre compte que chaque objet, évidemment, il vient de la nature, il vient de la planète et qu'ils sont entièrement dépendants, même pour cette activité qui est strictement confinée au plus profond de nos villes, quoi. Voilà. Et donc ça, les étudiants sont complètement pas avertis de ça, absolument pas. Donc, voilà. Alors après, on peut évidemment travailler avec les rapports IPBES sur ces notions-là, qui sont très détaillés, avec des indicateurs très décortiqués. Donc il y a bien matière à utiliser ces rapports pour après faire des choses bien plus précises et pointues là-dessus. Donc là, je ne détaille pas dans ce cadre-là. Voilà. Et donc, ensuite, je me dis qu'il est intéressant d'essayer pour maintenant aller plus vers un petit peu, enfin on n'est pas encore tout à fait vers les leviers, mais en tout cas vers les actions de mobilisation des étudiants, de leur montrer les enjeux, les enjeux qui sont vraiment associés. Alors moi j'en ai fait 5, mais c'est très subjectif, on peut en faire plus, moins, ou les présenter de façon tout à fait différente, et je les ai aussi classés de façon subjective, c'est pas, voilà, ça c'est pas un problème. Et alors, le premier enjeu, je dirais, parce que c'est un constat, moi, que je fais avec pas mal d'étudiants hein, qui me disent, notamment quand on anime les fresques, par exemple, ils disent moi, je ne veux plus avoir d'enfants, je pense que l'espèce humaine a plus rien à faire sur la planète, elle est trop toxique pour la planète. Bon, surtout quand c'est ma fille qui me le dit, moi, ça me fait un petit peu, enfin, ça me fait très mal même, parce que je me dis que c'est aussi beaucoup de ma faute, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi... alors moi, je leur dis carrément que je m'oppose à cette vision-là. Parce que Homo sapiens, c'est 500 000 années à peu près hein, de vie. 500 000 années. La durée de vie d'une espèce sur la planète, 5 millions d'années, 10 millions d'années. D'accord? Donc en fait, on est une espèce bébé. Si on ramène ça là comme en âge chien, on a 10 ans, quoi. On a fait un dixième de notre vie, on a 10 ans. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que de toute façon, les civilisations vont s'arrêter. C'est une connerie, parce que de dire que l'homme va vivre infiniment, c'est à peu près pareil que de dire que l'homme va vivre encore pendant 10 millions d'années. À l'échelle de l'homme, on ne se représente pas. 1 million d'années, 10 millions d'années, on ne se représente pas. Donc en fait, l'homme peut vivre encore infiniment pour nous. Évidemment, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas vivre infiniment. Mais ce n'est pas la biologie qui dit l'homme va s'arrêter de toute façon un jour. Oui, évidemment, bien sûr, un jour, la Terre va se faire absorber par le Soleil et puis va disparaître dans quelques milliards d'années, mais
On s'en fiche de ça. Et donc, voilà, moi je pense on peut vouloir que l'homme perdure sur cette planète. C'est tout à fait louable. Voilà. L'enjeu numéro 2, la nutrition, bon, c'est un enjeu extrêmement facile à appréhender avec les étudiants, ça ils le comprennent bien. Par contre, ce qu'ils ne voient peut-être pas, c'est l'homogénéisation. L'impact de l'homogénéisation, par exemple, là, alors j'arrive pas bien à lire là, mais vous arrivez peut-être mieux. 6000 espèces, pour les espèces domestiquées végétales, environ 6000 espèces, dont 9 représentent les 2/3 de la production végétale. Donc, on a domestiqué 6000 espèces, il y a un nombre incalculable de variétés. On pense à quelques 5,3 millions de variétés de diversité végétale que l'homme, en 10 000 ans, a réussi à produire. Donc, c'est colossal, c'est gigantesque. 9 espèces qui constituent la majorité de notre alimentation. Ça, c'est complètement fou et c'est lié notamment à l'homogénéisation. Et donc, évidemment, c'est tous les problèmes de l'industrialisation de l'agriculture qui sont associés à ça. Alors, c'est pareil pour les espèces animales, hein, 40 espèces d'oiseaux, de mammifères, dont 8 fournissent 95% de l'alimentation. C'est le coût des poulets, hein, il y a 40 milliards de poulets sur la planète. Okay. Alors, bon, c'est vrai pour les animaux aquatiques, etc. Puis on oublie un petit peu aussi les micro-organismes, les champignons qui participent à notre alimentation de façon très, très importante. Et puis aussi aux contributions indirectes. Alors, on ne les oublie pas forcément par rapport à la pollinisation, qui est quelque chose d'assez bien connu, etc. Mais il y a beaucoup plus que ça. Hein. Il y a la régulation des ennemis naturels, bien sûr, tout ce qui va toucher à l'agroécologie, bien sûr. Les bactéries fixatrices d'azote, les étudiants ne savent pas du tout, hein, ils n'ont aucune idée de ça. Bon, voilà. Et puis, bien sûr, après, tout l'aspect sauvage qui contribue, bien sûr, aux équilibres de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est issu du WWF, c'est une figure qui est super riche et sur laquelle on peut beaucoup travailler et on peut même aller chercher d'autres figures après dans les rapports. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu de santé. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance sur ces enjeux. L'enjeu de santé, et notamment, je pense qu'il faut vraiment insister sur cette rupture nécessaire sur l'idée qu'on pourrait soigner l'homme sans soigner les écosystèmes. Et donc, bien mettre en place cette idée de santé globale et bien faire comprendre, on est dans des problèmes d'interdépendance hein, de l'homme avec les écosystèmes, mais de bien faire comprendre que évidemment, il y a un problème de sécurité alimentaire qui est crucial, mais ça, c'est assez direct. Mais qu'on a aussi les impacts sur les écosystèmes et les maladies infectieuses, on en parlera un petit peu après, les changements climatiques qui vont augmenter les risques catastrophes, on en parle beaucoup maintenant, justement parce que ça nous arrive, ça arrive chez nous, hein, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, bien sûr, mais aussi des aspects un petit peu plus, on va dire, liés au développement personnel avec la santé mentale et l'utilisation de la nature pour se ressourcer, pour aussi toute la spiritualité, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, la médecine traditionnelle et les ressources génétiques en diversité. Hein. Je vous rappelle que depuis 50 ans, on n'a pas trouvé un seul nouveau antibiotique. Hein. Alors, on a des nouveaux produits antibiotiques qui sortent, mais ce n'est pas des nouvelles familles d'antibiotiques. Et donc, les infections nosocomiales sont vraiment des problèmes extraordinairement importants. Et les bactéries sont en train de gagner la bataille. Hein. Donc, il y a vraiment là des enjeux très, très importants en santé, en termes de perte de cette diversité de produits accessibles qu'on pourrait utiliser pour lutter contre les bactéries pathogènes, par exemple. Dans ces enjeux de santé, alors peut-être que là, vous pourrez juger que ça va trop loin, que c'est un peu trop spécifique, mais par rapport à l'épidémie de Covid, il m'apparaissait intéressant aussi de leur donner des... Parce qu'on dit souvent, l'épidémie de Covid, oui, c'est lié au réchauffement climatique, mais le lien est quand même pas complètement facile, complètement évident. Il est fort, il est clair, mais il faut aller le chercher quand même. Et donc,
C'est l'idée que, effectivement, depuis que l'homme interagit avec les animaux et notamment avec l'élevage, eh bien, il échange des maladies avec eux dans les deux sens. Hein. L'homme donne des maladies aux animaux et les animaux lui en rendent bien autant. Et c'est très clair parce que c'est une relation assez linéaire entre le temps de domestication et le nombre d'échanges de maladies avec l'animal, et le chien étant le plus ancien et donc celui avec lequel on partage le plus de maladies. Et vous voyez que c'est vrai pour l'élevage, mais c'est vrai aussi pour les animaux commensaux qui vivent au contact de l'homme, étroitement au contact de l'homme, et notamment le rat que vous avez ici. Mais c'est vrai aussi chez les oiseaux, etc. Et donc, ça, d'accord, bon, plus on interagit avec les animaux, plus on a des possibilités d'échanger des maladies. Mais ça n'explique pas comment le Covid est arrivé ici. Et donc, l'idée, c'est l'effet de dilution et les réservoirs. Et donc, les environnements naturels, et notamment les forêts tropicales, équatoriales, hébergent un grand nombre de pathogènes. Alors, il y a une solution très simple, hein, vous pouvez éradiquer tout ça, et puis plus de pathogènes. Bon, c'est une solution, mais ça va poser beaucoup d'autres problèmes. Donc, évidemment, ce n'est pas une solution acceptable. Et ce qui se passe actuellement, c'est que à la fois on dégrade les écosystèmes. Alors, pardon. Ces pathogènes qui peuvent être potentiellement pathogènes pour l'homme, ils sont dilués dans des réservoirs. La majorité de ces réservoirs sont dits non compétents, c'est-à-dire que ces réservoirs, c'est des espèces. Hein, c'est des espèces dans lesquelles le virus, la bactérie, le parasite peut vivre, mais cette espèce-là ne peut jamais donner son parasite à l'homme. C'est le cas des chauves-souris, par exemple, qui hébergent des tonnes de virus. D'ailleurs, on ne sait même pas bien trop pourquoi. Et en fait, elles ne le donneront jamais à l'homme, parce qu'il n'y a pas d'interaction entre l'homme et les chauves-souris, où elles sont très, très minimes. OK. Si vous dégradez les environnements, alors il y a une chance que vous dégradiez tous les réservoirs compétents. OK, bon, tant mieux. C'est-à-dire que ce parasite-là, vous ne le verrez jamais, puis c'est bon. Mais il peut se trouver que vous dégradez beaucoup de réservoirs non compétents et que vous allez garder des réservoirs compétents. À ce moment-là, vous allez remplir ces réservoirs compétents et donc augmenter très fortement le risque de voir ces pathogènes entrer dans les populations humaines. D'autant plus que généralement, quand on dégrade ces écosystèmes, c'est pour y introduire la forêt amazonienne, mais c'est vrai aussi en Afrique, c'est vrai dans pas mal de pays, c'est pour y introduire de l'élevage. Et donc, pour y mettre au contact des animaux qui sont très en contact de nous. Et donc, du coup, de ramener les pathogènes. Et donc, voilà, si on ne va pas titiller les chauves-souris, il n'y a pas de Covid. Bon, je n'ai pas dit plus. Mais voilà, c'est quand même l'hypothèse probablement la plus probable, même si ce n'est pas celle qui a été pour le moment validée. OK. L'enjeu numéro 4, des enjeux économiques. Hein. 40% de l'économie mondiale est tirée de l'exploitation du vivant. Bon. Alors après, on peut discuter beaucoup là-dessus. Moi, je pense qu'il est vraiment important de montrer aux étudiants qu'il faut associer les entreprises à cette transition. Donc, effectivement, avec le principe de base, mais j'ai bien mis ça. Hein. Non, je ne l'ai pas mis ici, donc je vais le dire. Il faut augmenter les efficacités, c'est sûr, mais évidemment, il faudra faire super gaffe aux effets rebonds parce qu'on ne va pas y échapper non plus, hein, en biotechnologie non plus. Hein. Voilà. Peut-être faire plus de bio-inspiré, c'est-à-dire s'inspirer des systèmes vivants. Mais je dirais, c'est ce qui est surtout important pour s'inspirer des systèmes vivants, ce n'est pas forcément les aspects technologiques, la forme du train dont on parlait hier, ou les ailes des avions, le ptérostigma des hyménoptères, bon, des choses comme ça. Bon, ça peut être très intéressant, mais je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est d'arriver à un niveau de soutenabilité qui soit celui du vivant. Et du coup, c'est pas du tout 40 ans, c'est pas du tout 60 ans, voilà, si on veut faire du vivant, du biomimétisme, il faut qu'on soit recyclable à l'échelle du vivant, c'est-à-dire du millier d'années, voire de la centaine de milliers d'années. Alors voilà, je crois qu'on en est plus que loin hein, de ça.
Donc effectivement, et aussi, bon, c'est un petit peu ce qui ça a été beaucoup discuté, puis moi je ne suis vraiment pas spécialiste, donc peut-être pas trop que je m'avance là-dessus, mais qu'effectivement, il faut repenser notre économie au travers de l'empreinte écologique, faire payer les choses à leur vrai prix, au prix du transport, etc. Bon, voilà. Mais ça a été beaucoup discuté, et puis surtout, ça dépasse mes compétences. Et donc, ça permet d'enchaîner sur l'empreinte écologique, etc. Là encore, ça a été beaucoup discuté, donc je ne vais pas remettre ça. Ouais. Tu disais, ce qui est intéressant, c'est pas tant les aspects techno par rapport au biomimétisme, etc. Mais surtout, c'est arrivé à un niveau de stabilité, mais je ne vois pas du tout le rapport. Non, c'est de faire du biomimétisme, mais surtout le biomimétisme sur la recyclabilité du vivant. Arriver à faire des objets techniques qui s'insèrent parfaitement dans le vivant. C'est-à-dire qu'il y a la même capacité de recyclage, de biodégradation que le vivant. Si j'exprime ça, c'est-à-dire que si on se basait sur, je ne sais pas moi, le fer, il faudrait qu'on ait la même recyclabilité que le fer a besoin de millions d'années pour se remettre en œuvre, donc on s'appuie sur cette durée-là. Si on veut être vraiment durable et qu'on veut vraiment parler d'une vraie durabilité pour l'espèce humaine, il ne faut pas travailler à 100 ans parce que ça ne représente rien, 100 ans. Donc, effectivement. Donc, on se base sur la durabilité de chaque ressource, sur sa capacité à se régénérer. C'est probablement ce qu'il faudrait faire, mais effectivement, ça met un peu le vertige parce qu'on est très, enfin, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Ouais. Ouais, donc. Après, parallèlement, mettons, parce que ça, c'est une question assez libre, mettons qu'on élimine qui n'est pas compatible avec les objectifs de l'environnement. Voilà, on va éliminer. Si on fait que du bois, mettons qu'on se dise qu'on fait que du matériel naturel, c'est pas possible. Dans les échelles, faire du bois, si on fait tout faire en bois, ce qu'on fait actuellement, on va se dire qu'on puisserait notre forêt. Et d'ailleurs, c'est ce que ça me poussait d'ailleurs à certaines périodes de l'histoire où on n'était déjà pas dans ces jeux. Je ne sais pas s'il n'y avait pas des ruptures, des questions d'approvisionnement au Moyen-Âge. Bien sûr, on a dégradé toutes nos forêts au Moyen-Âge. On a complètement détruit notre forêt primaire de chênes. Mais bien sûr, maintenant il y a beaucoup plus de forêts que dans les années même, je pense que c'était même l'après-guerre. Hein. On a beaucoup reforesté. Oui, on a beaucoup reforesté, mais après, est-ce qu'on a fait surtout des champs d'arbres ou pas? Parce que ce sont plutôt des champs en termes de biodiversité concernant les forêts. Ça fait des champs. Tu me fais penser à un truc que j'avais oublié de dire sur la partie, la diapo, où il y avait plein de notions et déconstruire un certain nombre de prérequis, enfin d'idées préconçues, pardon. Une des idées préconçues sur lesquelles je fais beaucoup réfléchir les étudiants, c'est le rapport entre productivité et biodiversité. Et qu'effectivement, quand on dit aux étudiants, voilà, on voudrait un espace, on voudrait aménager un espace, on voudrait augmenter la biodiversité, qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup d'étudiants disent qu'il faut planter des arbres parce que c'est les réflexions. Et en fait, ils pensent peut-être à décarbonation, captage de carbone, ils disent qu'il faut planter des arbres. D'autres disent qu'il faut fermer, mettre des grillages, empêcher l'homme d'y aller. En fait, ça va faire pareil, enfin, ça sera un peu plus lent, mais ça fera qu'il y a des arbres qui vont arriver. Et en fait, en France, si on veut augmenter la biodiversité, il faut acheter une tronçonneuse. Il faut couper les arbres. Parce que le maximum de biodiversité, c'est dans la prairie sèche en France. Donc on a besoin d'une agriculture, ne serait-ce que pour entretenir les paysages et pour maintenir une certaine biodiversité. Donc, ce que tu dis, c'est que les forêts, effectivement, plantées, qui sont les seules forêts qu'on a en France actuellement, il n'y a pas de forêt primaire. Hein, il faut aller maintenant en Pologne ou tout petit endroit, hein, en Pologne ou en, je sais plus, à l'est de l'Europe, pour voir les dernières forêts primaires de chênes qui existent en Europe. Hein. Et donc, effectivement, ce n'est pas forcément bon pour la biodiversité. Tout à fait. Voilà. Alors, après, il y a aussi d'autres enjeux, comme des enjeux culturels, bien sûr, qu'il ne faut pas négliger, et qui sont bien souvent non quantifiables, ce qui, notamment lié à la spiritualité,
si on pense beaucoup aux peuples autochtones, par exemple, sur lesquels on va faire des champs d'éoliennes, ou on va faire des puits de pétrole, ou je ne sais pas quoi, en ne considérant pas leur lieu de culte, leur lieu de vie, etc. Bon, bah, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut absolument intégrer. Alors d'ailleurs, dans le rapport, c'est dans l'IPBES, il y a tout l'impact positif que jouent les peuples autochtones sur les services écosystémiques, avec notamment le maintien d'une diversité variétale. Enfin, il y en a plein. Et donc, du coup, c'est des aspects culturels, mais qui sont aussi, qui se reportent aussi sur d'autres aspects qui ne sont pas du tout culturels, qui sont très palpables, quantifiables. Et puis, il y a des aspects aussi éthiques. Donc, je pense qu'il faut, et les étudiants sont aussi très peu alertés là-dessus, hein. Il faut essayer d'en finir avec une vision éco-paternaliste de la protection de la nature. Peut-être même, il faut... le terme protection de la nature est même assez compliqué, quoi. Parce qu'en fait, vous avez le discours pratiquement, enfin, qu'on connaît bien, des chasseurs, par exemple, qui disent que sans eux, les écosystèmes ne peuvent pas fonctionner. C'est eux qui régulent les écosystèmes. Bon, comme si la nature avait besoin d'être régulée. Et les aménagements aussi des espaces verts, hein, avec les tontes à outrance, parce qu'en fait, il n'y a rien de... Enfin, si la nature n'est pas domestiquée, elle ne vaut rien. Cette notion de mauvaise herbe, qui est bien... Enfin, on l'utilise tous, hein, les mauvaises herbes. Actuellement, ces mauvaises herbes, c'est celles dont on a besoin, quoi. C'est celles qui vont justement permettre aux auxiliaires de se développer pour protéger nos cultures. Voilà. Bon. Après, il y a aussi tout un aspect éthique, on en a parlé, hein, c'était de l'éthique des objets, hein, l'éthique des fleuves, est-ce qu'on peut protéger le fleuve pour le fleuve, et les espèces pour les espèces. Il y a une question tu connais un peu l'état des choses qui sont faites sur les droits des vivants? Alors moi, je connais assez mal. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Alors, Marie-Pierre n'est pas là. Hein. Qui a déclaré là-dessus au sujet de droit. Donc effectivement, tout le par rapport à la bascule. Bon, alors c'est bien, mais dans les faits, moi j'avais fait une traduction d'articles sur l'exploitation du pétrole de l'Amazonie et quand il s'est heurté au droit de la nature. En effet, ça se traduit par des amendes. Donc il y avait Petrobras, notamment, qui avait été condamné parce qu'effectivement ils avaient été l'Amazonie pour exploiter le pétrole. Des amendes qui ont été versées, c'est juste qu'il y a des amendes. Même en France, hein, il y a des choses, par exemple, sur la Loire, je crois qu'il y a eu une espèce de développement d'une entité juridique autour de la Loire, le fleuve Loire. Et, bon, mais je connais mal. Hein. Mais par contre, effectivement, c'est dommage, là, William et Marie-Pierre, c'est eux qui sont un peu spécialistes de ça, ils auraient pu nous éclairer. Mais enfin, ils en ont un petit peu parlé, William. Alors, en termes de levée d'action, je vais pas trop détailler parce que c'est des choses qui sont peut-être un peu connues puis qui sont faciles à trouver comme source. Puis aussi, j'en ai parlé dans la conf, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez le réécouter. Mais on peut réfléchir bien sûr à un certain nombre d'échelles, à l'échelle internationale, nationale, locale, etc., puis individuelle. Et donc, effectivement, là aussi, on peut s'appuyer sur les rapports de l'IPBES ou du WWF qui sont très fournis, très riches, avec notamment des scénarios comme les scénarios du GIEC. Hein. On a des scénarios qui vont combiner trois possibilités. Hein. Soit intensifier les efforts de conservation, soit faire une production plus soutenable, soit faire une consommation plus soutenable, et évidemment, soit faire des combinaisons, voire tout en même temps. Et quand on fait tout en même temps, c'est là où on est le plus efficace. Et puis, il montre un petit peu... il montre aussi que si on prend un seul des items séparément, ça compense pas du tout. Hein. Enfin, on corrige pas les courbes. Hein.
Bon, voilà, donc c'est un peu comme le GIEC, on va pouvoir trouver des équivalents et on peut, enfin c'est très riche, c'est très fourni, ces rapports permettent de discuter de ça à un niveau très haut, un niveau planétaire. Et puis, voilà, au niveau national, on peut pas mal discuter. Alors là ma diapo était un petit peu dirigée vers nos directions à l'INSA pour un petit peu les interpeller et dire qu'à l'INSA, on formait des scientifiques. Alors, on forme pas beaucoup de politiques, mais certains étudiants pourront s'engager dans ces voies-là. On a de plus en plus d'étudiants qui vont travailler dans des ONG et évidemment des étudiants qui vont coloniser les entreprises. Et donc il est fondamental que l'INSA s'engage sur cette voie et je les interpellais beaucoup en disant qu'ils étaient beaucoup trop timides pour introduire ces enjeux du vivant dans les programmes de formation. Voilà. À l'échelle individuelle, là c'est pareil, je ne veux pas développer, bon, c'est des choses qu'on connaît relativement bien, des actions individuelles qu'on peut faire pour éviter de contribuer à cette dégradation du vivant. Alors, il y a bien sûr tout ce qu'on sait sur le réchauffement climatique, mais on peut rajouter aussi ce qui est qui est plus lié directement au vivant, notamment une chose qui est importante et qui est très développée, par exemple, par Baptiste Morisot, hein, qui dit qu'on est un petit peu revenu à l'ère de la guerre du feu, c'est-à-dire à l'époque où les populations humaines ne savaient pas faire le feu d'elles-mêmes, mais récupérer des feux naturels et les emmener avec elles au cours de leur migration, de leur vie, qui étaient des vies nomades pour la plupart. Et du coup, l'idée, c'était de traîner avec eux des braises. Et à chaque fois qu'ils s'installaient, il suffisait de souffler sur ces braises et à ce moment-là, le feu repartait et ils pouvaient vivre. Et il dit que tous les îlots de biodiversité qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire toutes ces zones dans lesquelles on ne va pas faucher. Et donc là, je dis toujours aux étudiants, vous convainquez vos parents d'arrêter de tondre leur pelouse à tout prix, arrêter de tondre une fois par an simplement. Mais tous ces petits îlots de biodiversité qu'on peut faire, eh bien, c'est autant de braises sur lesquelles le vent souffle et effectivement, cette diversité revient. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est aussi porteur d'espoir. Et on le voit notamment dans les friches industrielles. On le voit en France aussi avec la désertification des campagnes, avec l'exode rural. Il y a énormément de zones de jachères qui reviennent. Eh bien, ces zones de jachères se remplissent de biodiversité très rapidement. Donc la biodiversité, les espèces n'ont pas disparu encore. Oui, il y en a qui ont disparu, mais c'est pas mort. Et dès qu'on fait ces efforts-là, on voit que ça revient. Moi, je tombe plus depuis un certain nombre d'années dans mon jardin. Bon, j'ai des sauterelles, j'ai des grillons, ça chante toutes les soirs. J'habite en zone urbaine, hein. J'habite pas à 100 km de Lyon, dans la campagne. Hein. Et donc, c'est très facile à faire. Et ça peut participer. Évidemment, il faut le faire après collectivement, mais on peut aussi le faire individuellement. Voilà. Donc, c'était un petit peu les idées et je voulais juste finir en développant un petit peu une expérience qu'on a testée à l'INSA, dans le premier cycle INSA au FIMI. Alors, cette année, évidemment, ça a été traité lors de journées banalisées et ces journées banalisées, elles tombaient le 31 janvier et le 1er février. Alors, le 31 janvier et le 1er février, ce n'est pas l'idéal pour aller observer la biodiversité sur le campus, mais on l'a quand même fait. Et donc, c'est une séance pédagogique sur, alors combien ça fait là? Ça fait 11 heures, je crois, qui serait peut-être transformée en quelque chose de 6 heures hors évaluation. Donc, bon. L'idée, c'est en 2 heures de leur donner des bases sur l'écologie. Donc, c'est un petit peu la diapo, là où j'avais mis un peu tout, d'essayer de leur donner ça, de leur faire reconstruire un schéma du fonctionnement des écosystèmes, de la structuration de la biodiversité, compréhension, diversité inter-espèces, etc. Voilà. Bon. En 2 heures. Ensuite, en 2 heures,
on leur fait préparer des missions de terrain. Ils préparent, alors ces missions de terrain, on les verra après, et ils vont les préparer alors, sur la base sur Internet, et notamment, on utilisait beaucoup une ressource qui est la ressource e-naturalist, qui est issue d'une université aux États-Unis. Et c'est une base de données qui recense, je ne sais plus, 43 millions de photos, je crois, actuellement, sur la planète entière, et avec des identifications faites qui permettent de toucher du doigt cette biodiversité. Et il y a notamment sur le campus de l'Adoua un groupe qui s'occupe de ça et qui a introduit pas mal de photos. Il y a 600 espèces décrites sur le campus de l'Adoua. Et donc, on a encouragé les étudiants à préparer, c'est-à-dire à regarder avec Google Maps, de se dire, voilà, je vais aller là, je vais essayer de voir ça, etc. Pour répondre à une mission, on verra quelle mission. Et puis ensuite, 4 heures de terrain. En fait, on a fait un peu moins, puis surtout, il fallait faire de la restitution, puis nous, c'était très groupé, mais bon, voilà. Et puis ensuite, une restitution, mise en forme, un partage collectif des résultats des missions. Alors, pour être plus concret, ça, c'est la diapositive pour reconstituer l'écologie. Donc, on donnait ça aux étudiants. Ils avaient par groupe 4 définitions chacun à trouver. Et puis ensuite, on dévoilait un mot, et dès qu'un mot apparaissait, l'étudiant qui avait travaillé sur cette définition devait la donner. Et puis, on essayait de resituer la définition dans le schéma complexe qui, à la fin, c'est ça. Et puis, on mettait en rouge ce qu'on voulait que les étudiants retiennent plus particulièrement, les notions les plus importantes. Voilà. Bon, ça fonctionne à peu près. On était voilà. Bon, on peut améliorer, mais ce n'était pas trop mal. Et puis après, voilà les missions sur lesquelles on avait positionné nos étudiants. À savoir que voilà, c'était encore le 31 janvier, hein, donc on va pouvoir faire d'autres missions maintenant, peut-être un peu mieux. Donc, caractérisation et comparaison des différents écosystèmes sur le campus, caractérisation d'une espèce animale sur le campus. Bon, on avait pris la pie, parce qu'effectivement, en hiver, c'était une espèce facile à observer. On avait aussi une autre espèce végétale, c'était le cèdre, bon, parce que sinon, les arbres, ils n'avaient pas beaucoup de feuilles, c'est quand même pas facile. Caractérisation d'un service écosystémique, la pollinisation. Alors là, le 31 janvier, on n'a pas mis, celle-là, on a mis formation des sols. Et ils ont été fouillés dans le compost du Doigt Vert, par exemple. Voilà. Et puis, on avait une mission à la recherche des espèces invasives sur le campus. Et dans chacune de ces missions, on posait 3 types de questions. Il y avait une question un peu théorique sur la partie écologie théorique. Donc, voilà, là, c'était de l'identification. Bon. Après, c'était une question sur l'impact de l'homme. Toujours une question sur l'impact de l'homme. Alors là, c'était pouvez-vous identifier des actions positives et négatives de l'homme sur ces espèces? Et puis après, une question plus SHS ou d'ouverture en général. Et là, c'était une question sur l'homogénéisation, par exemple. Et donc, les étudiants, comme ça, pouvaient se questionner à ces 3 niveaux par rapport à ces missions. OK. Et ça, c'est un ensemble de photos que les étudiants ont pu faire sur ces différentes missions. Voilà. Donc, je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Donc, après, il y a toute une liste de références qu'on a utilisées. La conférence, le lien vers la conférence enregistrée qui détaille un peu plus les aspects scientifiques que je n'ai pas trop détaillés ici. Et puis voilà. Et puis, merci à vous pour votre écoute. Ici aussi, ces réflexions, elles sont issues d'un groupe de travail. Il y a plusieurs personnes qui sont là dans ce groupe de travail sur les enjeux du vivant qui a été ouvert par la direction de la formation. Et on a produit un rapport. Et donc, ce rapport, il est déjà disponible en ligne. Et si vous voulez, vous pouvez nous le demander. On vous donnera le lien vers ce rapport. Et puis ensuite, il sera aussi publié au travers de cahiers de l'évolution de la formation sous forme synthétique. Et il sera diffusé plus largement. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Oui. Une question pour revenir sur l'histoire du seuil de stabilité, l'histoire du château de cartes. Ouais. Je n'ai pas bien compris pourquoi finalement le château de cartes s'effondrerait pas forcément. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment dit, c'est une observation, c'est-à-dire que
le fait de dire que les espèces sont interdépendantes entre elles, et donc, en fait, ça vient de là. Ça vient de la, en fait, ça vient de la structure. Ça vient de la structure du réseau, des nœuds et des arêtes du réseau d'interaction et des différents réseaux que l'on peut avoir et qui caractérisent chacun des écosystèmes. Dans ces réseaux, les nœuds, c'est les espèces, et puis les arêtes, c'est les relations entre ces espèces. Et en fait, on supposait que, par l'analyse de structure de certains réseaux, que quand on enlève un certain nombre d'arêtes, au bout d'un moment, tout s'effondre parce que quand on enlève une arête, la cause de l'élimination d'une autre arête, c'est le fait d'avoir enlevé cette arête. Et donc, du coup, après, ça fait un effet en masse où l'impact de l'homme n'est plus lié, c'est juste que le système s'auto-détruit. Et quand on a reconstruit d'autres écosystèmes, donc les réseaux d'autres écosystèmes, on a montré que cette propriété n'était pas, et en fait que c'est même dans 95% des cas, cette propriété n'est pas vraie. Donc en fait, la théorie, enfin, la pratique montre que la théorie se trouve. Non, c'est plutôt que la structure des écosystèmes, il y a certains écosystèmes qui sont structurés, qui vont provoquer ce mécanisme d'avalanche, et c'est notamment par exemple les récifs coralliens, c'en est un, mais que beaucoup d'autres écosystèmes ont une structure sans doute qui doit être très fortement redondante et moins interconnectée. Ça doit être ça, qui fait qu'en fait, on peut éliminer sans doute des pans, mais que le réseau global reste. Voilà. Oui, mais là, le truc, c'est de dire il y a un moment à partir duquel ça s'effondre. Parce que, mais ça, en tous les cas. Non, justement. Non, là, j'ai la théorie de base. Oui. C'est-à-dire qu'au moment, non, mais finalement, quelle que soit son interconnexion, s'il y a un moment où on se retrouve à une espèce qui n'a plus qu'une seule personne à manger, enfin, plus qu'une seule espèce à manger, cette espèce de base, c'est forcément boule de neige. Oui, mais si cette branche dans laquelle ça arrive, elle est relativement indépendante des autres éléments, elle va disparaître, mais c'est qu'une branche dans un réseau complexe. Et donc c'est ça, c'est en fait le niveau d'interconnectivité des espèces qui va jouer là-dessus. Mais en fait, encore une fois, les scientifiques, la conclusion n'est pas forcément plus joyeuse, dans le sens où quand on enlève une espèce dans un écosystème, on dégrade l'écosystème. Et donc, en fonction aussi de ce que l'on regarde, par exemple, des services écosystémiques rendus, évidemment, ils se dégradent. Donc, ouais, pardon, il y avait peut-être une question avant, initialement. Ah, d'accord, vas-y. Mais du coup, en fait, c'est surtout que ça, j'ai l'impression que ça crée un enjeu de complexité, dans le sens où, à la limite, s'il n'y avait pas cette dépendance-là, dans une certaine mesure, on serait du coup capable d'identifier les points critiques dans le cadre d'un écosystème et donc de les préserver d'une manière plus efficace. Ouais. Dans le cadre de ce rapport à la nature. Des politiques plus ciblées. Voilà, c'est ça. Alors que, justement, comme c'est absolument touffu, en fait, on ne sait jamais quand on dégrade l'écosystème si on n'est pas en train de se rapprocher d'un point de vue. Oui. Et alors, on connaît ce qu'on appelle les espèces parapluies, par exemple, qui sont des espèces, on sait que si on élimine cette espèce, elle va avoir un impact énorme sur beaucoup d'autres espèces, comme l'éléphant, par exemple. On sait qu'il a un impact très fort sur énormément d'autres espèces. Ce n'est pas toujours des espèces grosses, ça peut être aussi des espèces plus petites, bien sûr. Mais effectivement, c'est une complexité plus importante que juste regarder ces quelques espèces parapluies qu'on a pu identifier et que peut-être on dit là, il faut absolument les protéger, mais c'est aussi une complexité assez grande. Ouais. J'avais une question concernant, tu as parlé à plusieurs points de la fresque de la biodiversité. Oui. Et du coup, ce n'est pas un outil qui est utilisé pour sensibiliser les étudiants? Si, bien sûr. C'est dans les 11 heures, ça n'apparaissait pas. Non, on avait choisi de ne pas forcément la faire là. C'était un choix possible. C'était un choix possible, mais on imagine peut-être la faire de plus en plus à la rentrée. Parce que de plus en plus d'étudiants vont avoir fait, avant de venir à l'INSA, la fresque du climat.
Et nous, on fait traditionnellement, enfin, c'est pas moi qui devrais en parler, c'est plutôt Paul, hein, parce que c'est lui le spécialiste, mais on fait beaucoup de fresques du climat et on voulait faire un peu plus de fresques aussi, de fresques biodiversité. Je peux rebondir, effectivement, en fait, les fresques, c'est un outil pour, on va dire, vraiment aborder. En fait, le problème des fresques, c'est border. C'est un borné. En fait, on prend une problématique, on prend juste le tour comme ça. Et le jeu en lui-même, c'est un déroulé, on arrive à une finalité. L'intérêt, quand du coup, on a des gens qui sont déjà compétents sur le domaine, parce que le taille des fresques, on peut le faire sur des gens qui ne sont pas vraiment experts du domaine. On a des gens qui sont compétents, on peut l'adapter comme vous l'avez pu le faire sur un cursus qui lui permet de réfléchir sur d'autres choses, peut-être plus adapté, pareil, à un cursus pour ingénierie, mais du coup, en fonction des départements, des choses comme ça. Et vraiment, du coup, ça laisse une richesse qui est beaucoup plus importante à l'interaction humaine. Et du coup, ça peut être utile effectivement dans le cadre de pré-rentrée, comme on peut le faire pour remplacer effectivement les classes de climat ou en plus des classes de climat. Mais je pense, je rejoins Hubert, dans le cadre de la création d'un cours peut-être un peu tronc commun, pas forcément le plus pertinent, parce que ça peut être utilisé, mais peut-être pas en tant que tout seul. Il y avait autre chose aussi qui nous paraît très importante, c'est que en fait, on a parlé de hiérarchisation des sciences et je crois qu'on est encore beaucoup sous le joug de cette vision avec les maths en dessus, etc. Et on voulait surtout pas que la biologie apparaisse comme parce que si on avait fait que la fresque, c'est un petit peu ce risque-là, c'est que la biologie apparaisse comme une science finalement sans formalisme, sans définition, sans règles. Et il nous paraît important justement de montrer aux étudiants que c'est pas si simple que ça d'identifier des espèces, c'est pas si simple que ça de faire des recensements d'espèces, d'identifier des indices de disparition et qu'il y a justement un référentiel, il y a des bases, il y a de la théorie derrière, bon, au niveau des sciences de l'écologie, aussi au niveau des sciences de l'évolution, même si on a fait aussi le choix, on a des volumes horaires très très restreints, je ne vous ai pratiquement pas parlé d'évolution ici. Il faudrait normalement mettre pas mal d'évolution pour avoir des choses un peu plus solides. Mais bon, on ne peut pas le faire pour le moment. Oui. Justement, c'est pour rebondir là-dessus, un retour des étudiants justement qui sont, voilà, les maths, la physique, la science, tout ça, sur les enjeux du vivant. Alors on avait fait, bien sûr, un questionnaire et tout. Alors, bon, on a eu pas mal d'étudiants qui étaient quand même satisfaits du truc, mais alors on a eu un certain nombre d'étudiants qui nous ont dit ouais, mais votre machin, c'était trop superficiel. Et nous, le reproche qu'on a fait aux étudiants, c'est que leur rendu était trop superficiel. Donc là, on peut corriger le tir. C'est notre faute. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas montré jusqu'à où ils peuvent aller, jusqu'à où on aimerait qu'ils aillent, avec les outils qu'ils ont. Ils peuvent aller beaucoup plus loin. Eux, ils sont partis sur le campus, bras dessus, bras dessous, avec le téléphone portable, et puis ils ont fait une photo de leurs pieds. OK. Bon, quand on a pu les encadrer, quand on était avec eux, on se mettait à quatre pattes, on fouillait, on leur a montré qu'on pouvait faire des choses, quoi. Mais il faudrait on a dit qu'on allait par exemple leur résoudre une mission, on va leur faire une mission exemple, leur montrer jusqu'à où on peut aller dans la description et puis le lien avec l'aspect théorique, mettre des SHS dedans, enfin voilà, on va leur faire un exemple de mission bien faite. Et je pense que ça pourrait améliorer. Et puis on a un certain nombre d'étudiants non négligeables qui nous ont dit, moi je ne suis pas venu à l'INSA pour faire de la science nat. J'en ai rien à faire de ça. Et qui n'a pas été du tout sensibilisé par leur dépendance aux écosystèmes et rien à faire de tout ça. Et on en a eu un bon nombre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Moi j'ai dit double dose, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi j'ai une question dernièrement. On a parlé de la prairie sèche en disant que c'est là où il y a des... Oui. Et si, mettons, on enlève cette image, s'il n'y a pas l'homme, c'est le reste du vivant, peut-être l'homme, quoi. Moi, je pense que c'est grave que j'ai trouvé sur la mégafaune et l'apparition de Sapiens sapiens. Ce qu'on voit, c'est un effondrement des espèces. Au néolithique, c'est un effondrement de la mégafaune. Pas des espèces globales. Par contre, de la mégafaune, c'est
c'est évident. Ça, on en a des traces parfaitement claires. Effectivement, à chaque fois que l'homme a colonisé un endroit, toute la mégafaune a disparu. Mais enfin, du coup, la question c'est, est-ce que l'image qu'on se fait de environner le ballon pour la nature, la biodiversité, c'est mais qui, du coup, par exemple, sur les forêts, il y a un projet qui vise dans l'est de la France à recréer une forêt primaire. Ah, mais c'est pas Francis Sanet, non? Oui, la réserve libre, là, enfin une réserve totale, essayer de recréer non, je ne sais pas combien de temps il faudrait pour arriver à recréer ouais, sans doute, bon, on est sur cette échelle de temps. La forêt primaire, alors moi, j'ai jamais eu la chance d'aller la voir, j'aimerais vraiment bien aller la voir, apparemment, c'est gigantesque. Bon, il y a une biomasse fantastique, je pense qu'il y a une biodiversité qui est quand même très, très forte, mais disons, si tu veux faire coïncider une activité humaine et une biodiversité importante, il vaut mieux une agriculture raisonnée avec des haies, bien sûr une agriculture biologique évidemment, et un entretien des paysages ouvert. Tu auras plus de biodiversité. Si tu attends 700 ans et que tu récupères une forêt primaire, tu récupéreras une certaine biodiversité. Et évidemment que si on enlève l'homme de la planète, ben, il va y avoir des zones qui vont pouvoir redevenir biodiverses. De toute façon, comme tu dis, il n'y a pas que nous, quand tu vois que les castors décident des fleuves, Mais oui. il y a aussi les grands prédateurs. Mais rien ne dit qu'une des espèces ne va pas finalement coloniser la totalité. Une espèce végétale va coloniser la totalité de la planète, puis va tout faire capoter pendant un moment, et puis après, les phases d'extinction, attention, les phases d'extinction, il y en a une, 95% des espèces ont disparu, hein, et ce n'était pas la météorite. Hein. Enfin, la majorité des extinctions sont liées à des événements géologiques, hein, soit des volcans, soit des météorites. Mais il y en a une, c'est l'eutrophisation des océans. Hein. 80%, je ne sais plus, là, je ne sais pas par cœur, hein, 85% des espèces. Et ça, c'est du vivant, hein, ça, c'est le vivant. C'est le vivant qui s'est auto-détruit. Hein. Donc bon, l'homme, là, il le fait à une vitesse phénoménale. Donc on est d'accord. Mais bon, voilà. Moi, si à ta réponse, c'est on enlève l'homme de la France, on l'enlève, on dit la France est une réserve totale. Non, la question est tu vas diminuer la biodiversité française. Non, mais par rapport aux préconisations du chèque, il faut afforester, par rapport à ce ça peut être une connerie. En France, nous, il ne faut pas mettre de la forêt. Si tu mets de la forêt en France, alors dans certaines zones, il en faut peut-être, hein, mais nous, en tout cas là, à Lyon et dans nos régions de moyenne montagne, c'est des milieux qui se ferment. Alors, et en plus, ils se ferment avec des forêts de Douglas, avec des essences qui sont merdiques pour l'environnement, etc. Mais même sans parler de ça, des milieux qui se ferment, tu diminues la biodiversité. Par contre, tu vas capter plus de carbone. Alors, bon, je ne sais pas ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, mais c'est bon, c'est comme ça. L'agriculture permet une forme d'entretien du paysage. Alors, pas l'agriculture industrielle dans laquelle on rase les haies, on met des intrants, on met des herbicides, des pesticides, évidemment, pas celle-là, mais une agriculture, une polyculture en agroécologie, maintien de la biodiversité. Mettons qu'on puisse l'harmonie entre l'homme et la nature. Juste ça. Voilà, juste, mettons ce style-là, la terre est sèche, ce serait pas mal. Ouais, enfin. Ce serait le compromis qui permettrait à un maximum de biodiversité en permettant à l'homme de continuer la qualité. Oui, maintenant, ceci dit, il ne faut pas mettre ça comme une espèce de dogme. On a besoin des zones humides et les zones humides sont parmi les plus menacées. Hein, donc, il faut préserver les zones humides. Donc, il ne faut pas dans les années 70, là, moi je l'ai vécu à la ferme où j'étais dans le Mont du Forêt, on a payé les agriculteurs pour tirer droit les rivières, pour assécher leurs prés, pour pouvoir cultiver plus, avec tous les effets néfastes qu'on a, des inondations et de la perte de tous les milieux humides qui a été très propice à une certaine biodiversité. Donc, il y a pas on ne peut pas poser une règle
Non, mais c'est par rapport au fait de reforester ou de afforester. Ça, par contre, reforester, afforester, en France, à mon avis, on n'a pas besoin de reforester. Oui, parce que le problème, c'est que le jet qui part sur tout CO2. Voilà. Mais par contre, si on veut capter du CO2, c'est une façon. Sur ces questions d'avalanche, il y a quelques années, moi, ça m'avait assez perturbé parce que il y a une croyance que j'avais envie d'avoir, c'était que la biodiversité, c'était l'assurance adaptabilité du vivant. Et par conséquence, c'est une deuxième croyance, que la biodiversité était un facteur de résilience des écosystèmes. Et j'étais tombé sur une étude qui montrait, effectivement, comme tu viens de le dire tout à l'heure, que certains écosystèmes où il y a plus de biodiversité et plus d'interconnexion, ils s'effondrent plus facilement. Et alors, ça m'a fortement perturbé, puis j'ai l'impression qu'on ne maîtrise clairement pas tout et qu'on est très loin d'avoir tout compris. Mais ça me dit également que potentiellement, paradoxalement, en essayant de préserver la biodiversité, on peut aussi se poser la question si on n'est pas en train d'affaiblir la biocapacité, la résilience du système. Et donc, ça devient très, très problématique parce qu'au final, est-ce qu'on a des billes là-dessus et comment est-ce qu'on peut aller se poser ce genre de questions efficacement? Oui, alors je peux répondre sur l'aspect théorique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des billes. Et il y a des écologues qui font de la modélisation sur les dynamiques de population, sur les interactions, sur les réseaux de fonctionnement des écosystèmes, et qui justement ont permis, par exemple, de montrer que ce mécanisme d'avalanche, il était vrai que dans 5% des cas, que dans 95% des cas, c'est pas vrai. Donc ça, c'est peut-être... oui, on sait analyser ça. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à mesurer. Par exemple, beaucoup de gens vont dire ouais, les corridors, c'est super important, c'est vraiment essentiel. Permettre à des espèces de traverser des zones pour pouvoir aller coloniser et se reproduire avec d'autres organismes, on se rend compte qu'en fait, ces corridors, c'est avant tout des corridors à espèces invasives. Et du coup, ils peuvent avoir un effet négatif. Et puis, on montre par ailleurs que quand vous avez un environnement assez restreint, ça fait une pression de sélection pour augmenter la diversité. Et donc, ce n'est pas forcément toujours négatif d'avoir des milieux relativement isolés. Et donc, effectivement, il y a une complexité qui est très, très importante. Maintenant, on a une connaissance assez forte quand même, de plus en plus des écosystèmes. Moi, ce que peut-être j'aimerais, entre guillemets, c'est que justement, on applique… Les écologues, on travaille beaucoup sur les écosystèmes naturels. Mais ils se sont peu intéressés, ils s'intéressent très peu aux villes, même aux agrosystèmes finalement. Et il faut qu'on applique toutes ces méthodes à nos villes, à nos systèmes agricoles. Et justement, l'agroécologie, c'est ça, c'est récupérer toutes ces informations théoriques qu'on a sur les écosystèmes naturels et essayer de les replacer dans nos agrosystèmes, dans nos villes, pour essayer justement de ne pas faire n'importe quoi. Et quand on a une politique de réserve totale, de corridors, de préservation de tant de pourcents des océans, etc., d'être capable très rapidement d'analyser, voir si elle est positive, négative, de corriger le tir, etc. Mais non, quand on voit les lenteurs des systèmes, c'est compliqué. Mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup de… Enfin, les écologues, depuis très longtemps, font de la modélisation, utilisent des statistiques, utilisent des modèles, ils ont une armada d'outils, quoi. Et ils en ont développé, ils sont très calés là-dessus. Oui. C'est un peu de… Ouais, moi, je n'ai pas regardé l'heure. Oh là là, oui. Merci. Comme hier, on va juste rentrer en anglais et on va partir au… On change Ouais, alors, on emmène nos affaires. Oui, vous pouvez prendre nos affaires parce qu'après on va revenir en déconférence comme on était hier matin.
Alors là, normalement, on va aller enseigner. Attention, je pense que si vous voulez, de toute façon,